son énergie. Nous lui rédigeons tous nos remerciements. Monsieur le représentant du Conseil économique et social, parlementaire et représentant de diverses institutions et des partenaires, merci professeur Henry d'être là. Madame le recteur, messieurs les doyens, représentants des institutions universitaires, cher professeur Bento Gobaye, infatigable aussi, et qui a présidé ce jury, qui nous a donné ces résultats. Je constate simplement que ces 3 hommes qui ont été célébrés, mais je suis rassuré par le fait que la majorité des conférences que vous allez entendre, y compris ces 2 prix Nobel, sont des dames, et qu'il y a 2 semaines, je remettais le prix de ma thèse en 180 secondes à Thiès à une dame aussi. Donc, les équilibres sont respectés. Vraiment, je suis très, très heureux de constater l'excellence que vous avez célébrée à travers ce jury. Mesdames et messieurs, présents dans la salle, chers lauréats, je voudrais vraiment redire les excuses de M. le ministre, le docteur Cheikh Oumar Anne. J'ai dit la raison. Il y a une seule raison, c'est que le mercredi, les ministres sont en conseil des ministres. C'est l'unique raison. Mais ce serait vraiment avec beaucoup d'enthousiasme qu'il serait venu lui-même présider cette matinée très, 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 très importante. Moi, en tout cas, je suis fier de me retrouver ici à partager ces moments. Je suis à la Direction générale de la recherche et de l'innovation depuis le mois d'août. Et une chose que je ne sais pas encore faire, c'est de lire les discours. Que je le dis partout où on va, et nous venons de visiter toutes les universités. Sur instruction du ministre, nous avons eu des séances de travail qui ont duré entre 4 et 6 heures. Nous sommes en train de visiter toutes les institutions et les instituts de recherche. Nous n'avons pas fini, il nous reste quelques-uns. Et au bout de ce tour du pays, nous rendons compte de manière complète et fidèle à M. le ministre de ce que les chercheurs, les enseignants-chercheurs vivent, souhaitent et envisagent. À la fin de nos discussions, dans l'une des suggestions que nous émettons, nous avons demandé à chacune des institutions de travailler à la production d'un plan stratégique décennal afin de poser le diagnostic situationnel des ressources humaines, qui nous sommes, que faisons-nous, qu'avons-nous comme moyens de recherche, quelles sont les ressources financières, logistiques et matérielles qui existent, que faudrait-il pour passer à une puissance très forte, quelle gouvernance mettre en place de manière inclusive, transparente, irréprochable, pour donner confiance et aux décideurs et aux politiques, pour donner aussi confiance aux différentes sources de financement. Tant qu'on n'aura pas ces plans stratégiques, la recherche dans son ensemble va continuer à vivoter, malgré le fait, et ça aussi nous avons été très impressionnés par ça, la qualité des ressources humaines qui existent dans ce pays, qui existent en Afrique, est quelque chose de phénoménal. De phénoménal. Nous avons rencontré des personnes, des hommes et des femmes stoïques, qui produisent des choses, qui inventent des choses dans des conditions incroyables et qui ont accepté, pour la majorité d'entre eux, de revenir dans nos pays, malgré toutes les offres mirobolantes qui leur ont été soumises dans leur pays ou de formation ou de spécialisation. Ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle l'Académie et le ministère et toutes les parties devraient peut-être se concentrer. Et j'ai dit et je répète partout où je suis allé que est-ce que nous allons assister à
une troisième défaite historique de l'Afrique ou pas. Les deux premières défaites étant, après les productions, les inventions, les créations, les théorèmes produites sur ce continent depuis des millénaires, desquels le monde a appris que nous n'ayons pas su les propulser, les développer, nous a fait dépasser et nous a fait transformer en esclaves pendant des siècles et des siècles. Conséquence de cette première défaite, affaiblis, nous avons été colonisés, déstructurés, déstabilisés, encore plus affaiblis pour nous trouver dans notre situation actuelle. La troisième guerre qui a démarré, vous en avez eu un aperçu, est la guerre du savoir, de la recherche, de l'innovation, de la création et de l'ingéniosité. Si nous la perdons, à l'instar des moustiques, nous serons tout simplement éradiqués de la surface de la Terre. Je parle très sérieusement. Nous devons donc prendre la conscience de la place fondamentale de la recherche dans tout projet de développement humain. Il n'y a pas un pays au monde qui a fait bouger les choses, l'environnement, la nature, la santé, sans avoir exploité à fond les résultats de la recherche. Nous devons donc chercher, nous devons trouver, afin d'anticiper, de créer, de produire, de développer et de nous développer. Sur la base, et c'est ça, un potentiel énorme en Afrique d'une éthique puissante. Depuis le début de cette matinée, dans nos différents échanges, vous avez senti cette touche qu'on ne trouve actuellement dans le monde. Vous avez beaucoup voyagé. Il y a des poches encore dans le monde, mais c'est en Afrique qu'on trouve, quelle que soit la position des gens, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur titre, quelle que soit leur responsabilité, cette touche qui fait que on ne perd jamais le sens du respect du père, de l'aîné, de la consoeur et de l'autre, quelles que soient nos positions. Il existe encore sur ce continent ce qu'en Wolof on appelle le kersa. C'est des notions qu'on entend, mais qui sont fondamentales. Si on les rate, ce que Yaiken vient de nous décrire, les gens n'auront aucun état d'âme si derrière ce qu'on trouvera, il n'y a pas une éthique, un environnement. C'est pour ça que j'ai évoqué la présence de M. Senghor dans cette salle, qui va nous mener vers l'extinction définitive de l'espèce humaine. Nous avons commencé à exterminer plusieurs espèces, animales, végétales et autres. Ce sera notre tour si on continue sur cette dynamique. Le deuxième item parmi les 6 que je vais présenter, c'est le facteur de communication. Nous devons, nous, chercheurs, enseignants et autres, mieux communiquer. J'ai parlé de ces plans stratégiques qui sont devenus un outil indispensable dans nos efforts de plaidoyer pour lever des fonds
quelle que puisse en être la source. Mieux communiquer par des documents simples, lisibles, accessibles aux décideurs afin de les convaincre d'investir dans la recherche et dans ce que je viens de dire. Ce matin, j'ai lu sur un site, dans un pays ami du Sénégal, une décision majeure qui vient d'être prise hier pour mettre je sais combien de milliards dédiés à la recherche avec un certain nombre de facteurs d'attractivité qui vont booster la recherche, notamment en matière de santé. Je l'ai lu ce matin. Mieux communiquer, mieux éclairer les décideurs, mieux communiquer envers les populations, leur faire partager ce que nous savons qui peut améliorer leurs conditions de vie, les éduquer, les sensibiliser, les attirer vers les sciences et les techniques, les attirer. Aucun décret, aucun arrêté ne fera remonter le pourcentage de bacheliers scientifiques sur la base d'un simple décret ou d'un arrêté. Ça ne marchera pas ainsi. Il faudra que les scientifiques, les chercheurs, les universitaires sortent des universités, des instituts, aillent vers les enfants dès la maternelle, dès l'école primaire, dans les collèges, dans les lycées, pour les inspirer, les charmer, les attirer vers des domaines porteurs de développement. Quand vous offrez à un enfant de 3 ans un pistolet, à l'âge de 6 ans, 10 ans, quand vous lui demandez ce qu'il veut devenir, la majorité des enfants vous disant policier, gendarme ou pompier. Ouais. Quand vous mélangez du bleu et du jaune et que ça vous donne du vert devant les yeux d'un enfant de 3 ans, l'émerveillement que vous voyez dans ses yeux en fera peut-être le futur professeur de chimie. Donc je dis bien dès la maternelle, quel jouet devons-nous offrir à nos enfants? Pouvons-nous parler de génétique à des enfants de 10 ans, de 16 ans et les attirer? Troisième item, tout mis ensemble, nous devons servir la communauté. Servir la communauté. Comment recréer le link entre université, recherche et communauté? Quand je suis arrivé dans cette responsabilité au ministère, j'ai été charmé par les centres de recherche et d'essai, qui sont des centres qui ont été créés quand le ministre Christian Sinadiata était ministre. Et ce sont des centres où, sans aucune exigence de formation, un jeune chômeur, une femme qui n'a jamais été à l'école, sont mis en contact avec des universitaires et des chercheurs, et entre 3 jours et 3 mois, on leur apprend à transformer des produits agricoles, à créer du savon, à créer du gel, à créer des robots qui délivrent du gel. On l'a vu dans des décrets au cours de cette pandémie, avec cette puissance d'ingéniosité qu'on retrouve chez nos jeunes, chez nos femmes et dans ce pays, qui est phénoménale et qui est inexploitée. Servir la communauté, c'est quels que soient les centres d'intérêt. Quand on est un scientifique, c'est de promouvoir la vérité et la science. On ne peut pas être scientifique, être conseiller scientifique d'une industrie ou d'un groupe X, Y ou Z et continuer à promouvoir l'utilisation de substances bourrées de sel, de glutamate, de je ne sais quoi, et prétendre pouvoir défendre des emplois en allant sortir des arguments scientifiques en disant on peut les consommer, c'est pas grave, ce n'est pas vrai du tout. Je suis resté chef du service de neurologie
Vous allez en cancérologie, vous avez des cancers qui surviennent à l'âge de 15 ans. Vous allez en néphrologie, vous avez des insuffisances rénaux de 30 ans. Nos AVC maintenant ont 30 ans, 40 ans. En cardiologie, la même chose, c'est lié à l'alimentation qui a été introduite de manière absolument scandaleuse dans nos pays. Nous ne pouvons pas, en tant que chercheurs, fermer les yeux et ne pas dire la science, la dire fortement, la dire clairement, la dire tout le temps. C'est l'un des rôles attendus de l'académie et de tous ceux qui sont impliqués dans la recherche et l'enseignement supérieur. Nous devons le faire. Le quatrième item, c'est le financement de la recherche. J'en ai parlé un peu au début. Là aussi, il faudrait que nous autres, chercheurs, enseignants et autres, prenions la réalité qui est en face de nous, qui est que dans le court terme, il ne faut pas s'attendre à des financements publics puissants vers ce domaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras et attendre. Il faut que les chercheurs prennent des initiatives osées, créent des partenariats et aillent capter les fonds. Il existe des milliards et des milliards destinés à la recherche dans le monde. C'est nous, surtout les francophones, qui ne savons pas les capter, qui ne savons pas les attirer vers nos pays sur la base de nos priorités de recherche. Sans vendre notre âme au diable, nous pouvons créer des partenariats, nous concentrer ce qui fait nos besoins réels, actuels et futurs, et créer ensemble et travailler ensemble. C'est possible, nous devons le faire. Nous devons, de manière très intelligente, dans un partenariat sain, mieux travailler avec le privé. Je vous assure, et on l'a vu en quelques mois, la puissance de création que vous retrouvez dans ce pays. Vous allez à l'ITEA, à l'ISRA, au CIRAD, à l'IRD, un nombre de créations extraordinaires qui dorment dans des bureaux parce que nous n'avons pas su faire le saut et le link puissant avec le privé et les industriels pour en faire des produits novateurs et conquérir le monde. Je dis bien le monde, qui est à la recherche d'une alimentation saine, propice à une meilleure santé. Et en Afrique, il existe un vivier extraordinaire de choses sur lesquelles on peut travailler, qu'on peut transformer sainement et conquérir le monde dans plusieurs secteurs. Ne serait-ce qu'en exploitant ce filon économique, nous pouvons, pour le court terme, répondre aux besoins de financement qui ne seront pas assouvis, je dis bien à court terme, par des fonds publics. Et ça, c'est valable pour tous les pays au monde. Dans l'exemple que j'ai cité de ce pays ami, la moitié du financement prévu en termes de milliards d'euros viendra des fonds publics, l'autre moitié viendra du secteur privé. Le cinquième item, c'est la formation. On ne naît pas chercheur, on ne naît pas professeur d'université. On l'apprend, on est formé pour. Il faudrait que de manière puissante, nous puissions mieux former le jeune assistant qui vient d'être recruté à la recherche, à la méthodologie de la recherche, à l'écriture scientifique. Les excellents résultats des travaux produits dans nos pays africains doivent être plus visibles, mais ce ne sera possible que quand nous aurons un accès aux meilleurs journaux au monde. Il y a une technique d'écriture qu'il faut apprendre et satisfaire, sinon vous n'y serez pas publié. C'est aussi simple que ça. Ça s'apprend. Comment apprendre les gens à mieux communiquer, à mieux présenter leurs travaux de recherche. Former les gens au fundraising,
aller chercher les fonds où ils se trouvent, ça s'apprend. Donc c'est aussi un item fondamental pour lequel et le ministère, et l'académie, et tous ceux qui sont impliqués dans la recherche devraient peut-être travailler à mettre en place les mécanismes et les modules pour y satisfaire. Enfin, le sixième et le dernier module, c'est le caractère puissant du thème que vous avez choisi qui a trait à la génomique. Sur ce plan, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a décidé de manière formelle et définitive la création d'une plateforme de génétique moléculaire au sein de l'Institut des sciences et techniques avancées qui est en construction à Diamniadio. Un comité scientifique a été mis en place, continue d'être enrichi par toutes ressources humaines sénégalaises, africaines, internationales, y compris la diaspora. Okay? Il n'y aura aucun cloisonnement. Toutes les ressources humaines potentiellement utiles à ce projet devront être incluses dans cette plateforme de génétique moléculaire. Je n'insiste pas sur les impacts. Le professeur Yaiken vous les a bien décrits. Il faut simplement que rapidement on puisse mettre en place cette affaire-là, y aller de manière résolue. On a même chiffré les besoins en termes de matériel qui sont simplement de l'ordre de 500 millions, ce n'est pas une grosse somme, et des contacts ont déjà été bien établis avec certaines équipes internationales, en tout cas celle avec laquelle c'est plus avancé, c'est l'équipe d'Evry, mais il y a beaucoup d'offres. Hier encore, on était en conférence Zoom avec un groupe d'Africains basés à Londres qui ont déjà été reçus dans le ministère et qui ont un projet puissant dans ce domaine. Le professeur Rokhaya Ndiaye et le professeur Makura Gadji étaient impliqués et nous allons travailler vers cette affaire-là. C'est quelque chose de fondamental. Nous ne pouvons pas laisser les autres travailler sur la génétique africaine. Ils vont, si on les laisse faire et qu'on croise les bras, ils vont en faire un outil de marchandage et une arme supplémentaire qui nous fera perdre cette troisième guerre qui a démarré. C'est nous-mêmes qui devons travailler sur cela, la maîtriser et la diriger de manière absolument clairvoyante vers des axes de développement prioritaires et sains, respectant les critères qui définissent l'humanité. La présence du supercalculateur qui est en place doit aussi servir à aller très vite et de manière puissante dans ce domaine. Voilà donc, Monsieur le Président de l'Académie, Mesdames et Messieurs, les quelques mots que je voulais venir partager avec vous ce matin, en félicitant l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui est une fierté, qui est un emblème de sérieux, de compétence, de générosité, de disponibilité. Les séances de l'Académie sont régulières. La présence est massive, remplie par des gens qui auraient pu avoir le choix très simple de dire « je suis à la retraite, j'arrête, je vais cultiver mon champ ». Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes présents, vous nous accompagnez. Nous avons besoin que vous nous accompagniez encore de très longues années. Votre sagesse, votre engagement patriotique, votre esprit d'initiative qui vous rend et vous maintient jeune d'air. Moi, je comprends le secret de votre jeunesse parce que vous êtes tout le temps à la recherche des choses nouvelles et vous discutez ça. C'est quelque chose de rare maintenant.
Je suis certain qu'autour de vous, vous faites le tour de votre génération, vous ne verrez pas beaucoup de gens qui sont encore dans cette dynamique du partage, de la guidance et de l'accompagnement des jeunes générations. Si le ministre Dr Cheikh Oumar Anne présidait cette séance, il aurait dit encore ça mieux que moi. Donc je suis heureux, en tout cas, de vous voir maintenir cette dynamique de réflexion, d'initiative qui a ralenti ces dernières années dans notre pays, expliquée par la puissance des problèmes économiques de base. Mais nous ne devons pas baisser les bras. C'est pour ça que vraiment je me félicite de tout ce que vous faites. Au sein de la Direction générale de la recherche et de l'innovation, je ne peux que vous témoigner, j'étais là quand le ministre vous a reçu, notre entière disponibilité. Et surtout, ce que nous attendons de vous, c'est de la critique, des suggestions, de la rectification, afin de ne pas nous laisser migrer vers des choses pas très efficaces, pas très utiles, qui se limiteraient à des séances et à des discours. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de votre accompagnement pour qu'ensemble, nous puissions aller faire remonter les moyens de la recherche vers le niveau que méritent les chercheurs et chercheuses de ce pays. Je vous remercie toutes et tous de votre bien aimable attention.